Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce guide complet sur la Coupe du Monde. Aujourd'hui je vais vous récapituler rapidement les enjeux, les favoris, le format, les horaires, les joueurs à suivre, les chaînes télé, bref toutes les informations importantes avant la Coupe du Monde qui démarre dans moins de 10 jours. Et oui, on s'en rend peut-être pas compte, mais le coup d'envoi aura lieu le 11 juin à 21h heure française, ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Un remake d'ailleurs du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010 qui était en Afrique du Sud, mais ce match n'est pas le sujet dont on va parler aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est récapituler toutes les infos de cette 23e édition de la Coupe du Monde, une édition un petit peu spéciale d'ailleurs car c'est la première qui sera aussi grosse, aussi dense car elle comporte 48 équipes. Mais avant de développer le nouveau format et les horaires de la compétition, on va commencer par le plus important, les gros enjeux de cette Coupe du Monde, le storytelling. Et déjà sur le plan individuel, il y a quand même un enjeu important, c'est la course au Ballon d'Or, il n'y a pas de favori clair. En tout cas avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est vrai que des joueurs comme Vitinha et surtout Dembélé se sont bien positionnés, mais c'est aussi conditionné à un très bon parcours et de bonnes performances en Coupe du Monde. Et donc moi je vois ces 5 candidats là, en tout cas ces 5 joueurs qui, s'ils font une exceptionnelle Coupe du Monde, pourraient être Ballon d'Or. Il y a évidemment Rice qui était chez Arsenal, l'anglais. Il y a évidemment Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane et Olise, les deux joueurs du Bayern Munich. J'aurais pu aussi ajouter Vitinha si le Portugal va jusqu'au bout, ou même Mbappé s'il fait une nouvelle Coupe du Monde magnifique. Dans tous les cas, pour sûr, cette Coupe du Monde aura un impact majeur sur qui sera le Ballon d'Or de cette année 2026. Maintenant, pour parler des enjeux collectifs, évidemment l'Argentine de Messi est attendue au tournant. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire le back-to-back et ne pas tomber dans cette malédiction qu'on avait au début du 21e siècle où les gagnants de Coupe du Monde 4 ans après finalement s'écroulaient totalement. En plus, on sent que c'est peut-être la dernière, le crépuscule de cette génération argentine. On a des joueurs comme Di Maria qui se sont déjà arrêtés. Mais du coup, un petit peu dans la même veine, le perdant de 2022, l'équipe de France, et surtout Mbappé qui avait fait une finale all-time mais finalement n'avait pas eu le titre, simplement le trophée de meilleur buteur de la compétition. Là, si en 2026 il remet le couvert, pourquoi pas gagner une deuxième Coupe du Monde et une nouvelle fois mais 5-6 buts voire plus, il pourrait prétendre à être le meilleur joueur de l'histoire de cette compétition. D'ailleurs, il pourrait même prétendre à en être le meilleur buteur, un petit peu comme Lionel Messi. Vous avez le classement de tous les temps des buteurs en Coupe du Monde. Vous voyez que Klose est premier avec 16 buts, on a R9 avec 15, Gerd Müller avec 14 et Just Fontaine avec 13. Et donc l'enjeu est clair pour cette Coupe du Monde américaine, c'est peut-être que Messi et Mbappé pourraient se retrouver à la fin de cette édition comme les deux meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde et ce serait magnifique. Bon, pour continuer à parler de grands joueurs qui sont au crépuscule de leur carrière, qui ont en tout cas envie de marquer la légende, on a évidemment le cas de CR7. On pensait qu'en 2022, avec cette défaite contre le Maroc et lui qui sort en pleurs, c'était peut-être sa dernière chance. Et finalement, pas du tout. À 41 ans, Ronaldo semble immortel. Il ne veut pas abandonner son rêve. On se doute que ce sera sûrement sa dernière, même si la prochaine édition est au Portugal. Mais bon, à 45 ans, j'ai du mal à l'imaginer. Et donc l'enjeu, vous l'avez compris, après avoir gagné l'Euro en 2016, ce serait pour CR7 de terminer le jeu, d'aller gagner la Coupe du Monde et pourquoi pas relancer le débat sur le GOAT. Ok, continuons sur un nouvel enjeu collectif, évidemment le cas de l'Espagne, le dernier vainqueur de l'Euro, peut-être l'équipe qui arrive avec le plus de certitude collective, qui a d'ailleurs à la fois le football le plus cohérent pour une équipe nationale et aussi quelques individualités qui sont attendues au tournant, évidemment Lamine Yamal, à voir s'ils vont tenir ce statut de grand favori. Ensuite on a évidemment le cas de l'Angleterre, les grands losers du football mondial ces dernières années. On parle d'une équipe qui s'est crachée sur les deux dernières Coupes du Monde. En 2022 c'était cette défaite contre la France et en 2018 ce crève-cœur en demi-finale face à la Croatie alors qu'ils avaient ouvert le score. Et puis à l'Euro c'est encore plus cruel, ils ont perdu les deux dernières finales, à chaque fois en plus dans des matchs très serrés. Ça s'était joué au penalty contre l'Italie et le but d'Oyarzabal à la dernière minute contre l'Espagne lors de l'Euro 2024. Est-ce qu'ils vont pouvoir briser cette malédiction et ce statut de loser magnifique qui leur colle à la peau avec le nouveau projet de Thomas Tuchel? Et pour terminer avec les enjeux, est-ce que après l'exploit du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 et cette demi-finale, ce serait pas le moment où l'Afrique s'installe durablement comme un gros prétendant à la Coupe du Monde? Et donc à voir si les deux locomotives que sont le Sénégal et le Maroc peuvent justement montrer l'exemple et tirer le continent vers le haut en faisant en 2026 une magnifique Coupe du Monde. Voilà les amis, j'ai évoqué tous les enjeux principaux, évidemment il y en a des milliers. J'aurais pu parler du cas des États-Unis, du Mexique qui veulent à domicile faire une bonne compétition, le Canada aussi. En tout cas on aura le temps tout au long de la compète de tirer de nouveaux storytelling. Maintenant passons au plus important, ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le format et les horaires. Bon, et avant de dérouler ce chapitre, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Déjà pour démarrer par le format, c'est une
une édition particulière car il y a 48 équipes, cependant ça reste toujours une phase de groupe pour démarrer. Cette fois-ci on aura alors 12 groupes de 4 équipes, 3 matchs disputés par équipe. Cependant ce ne sont plus seulement les 2 premiers qui se qualifient, ce sont effectivement les 2 premiers de chaque poule qui passent à l'étape suivante, c'est-à-dire les 16e de finale, mais on a aussi 8 des 12 meilleurs 3e. Ça donne donc un petit peu plus de possibilités que de voir des petits pays à l'étape suivante, c'est-à-dire le tableau final. Vous avez d'ailleurs tous les groupes sous les yeux. Si je dois vous donner mes petits préférés, il y a le groupe C qui est assez cool avec un match Brésil-Maroc que j'ai vraiment hâte de voir. Le groupe E avec Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, ça va être assez tendu. Le groupe F m'attire pas mal aussi avec Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Je pense qu'il y aura pas mal de rencontres serrées. On a évidemment le groupe de la France qu'on va développer un petit peu plus tard. Et pour terminer, on aura quand même un match entre l'Argentine de Messi et l'Algérie. Ça va être assez sympa. Et du coup, pour faire un petit focus sur l'équipe de France qui se retrouve globalement dans le groupe de la mort, le groupe le plus homogène, le plus relevé, où figurent des gros favoris. Bon, on a la France évidemment qui est numéro 1 avec 68% de probabilité que de finir premier de cette poule. Derrière, on retrouve la Norvège de Haaland, de Odegaard, de Sorloth, une équipe qui en qualification pour la Coupe du Monde a été impressionnante. On a aussi le Sénégal qui est champion d'Afrique en titre ou pas d'ailleurs, en tout cas soit vice-champion, soit champion, qui montre à la fois un niveau collectif très très bon, mais surtout il y a d'énormes individualités. Et puis pour terminer, l'Irak qui est peut-être le match facile. Dans tous les cas, la France aura fort à faire dès les premiers matchs de la compétition. D'ailleurs, le calendrier de la France, vous l'avez juste ici. Les 3 matchs de poule se dérouleront sur 10 jours. Le premier sera le mardi 16 juin à 21h contre le Sénégal. Ensuite, le 22 juin à 23h, il y aura ce deuxième match contre l'Irak. Et puis pour terminer, le 26 juin à 21h, un magnifique France contre Norvège, un Haaland versus Mbappé. On espère qu'on sera déjà qualifié à ce moment-là, mais peut-être que ce sera un match en jeu. Dans tous les cas, j'espère qu'on va bien se régaler. Maintenant, pour vous détailler la suite des événements et le reste du format, effectivement, cette phase de poule va durer du 11 juin au 27 juin et ensuite à partir du 28 juin, il y aura ce tableau final avec d'abord des 16e de finale. C'est la petite nouveauté de ce format à 48. Ça ne commence plus en 8e mais bien en 16e. Il faudra gagner 5 matchs consécutifs pour être champion du monde. Et d'ailleurs, ces 16e auront lieu du 28 juin au 3 juillet. Ensuite, on aura les 8e du 4 au 7 juillet, les quarts de finale du 9 juillet au 11 juillet. Et pour le dénouement final, les 2 demi seront 14 et 15 juillet avant que le 19 juillet, il y ait cette finale à New York. D'ailleurs, si la France finit premier de poule, elle sera juste ici dans le tableau, affrontera un 3e et puis en 8e de finale, tu pourrais croiser la route du premier du groupe E, c'est-à-dire le groupe de l'Allemagne. Donc attention, on pourrait déjà retrouver un France-Allemagne en 8e de finale, c'est assez chaud. Bon, allez, maintenant parlons du sujet qui fâche, ce sont les horaires. Va falloir vivre un petit peu en décalé pendant cette Coupe du Monde, car oui, c'est aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord. Et les matchs en fonction des time zones, en fonction de si c'est sur la côte ouest ou la côte est, seront à des horaires un petit peu différents, mais en tout cas le plus tôt sera à 18h et le match le plus tard de la phase de poule sera à 6h du matin. D'ailleurs, on aura entre 2 et 6 matchs par jour. Les 6 matchs par jour, ce sera à la fin quand les groupes doivent jouer les matchs en même temps. Et pour le cas de seulement 2 par jour, ce sont seulement pour les matchs d'ouverture. Déjà ce 11 juin, on a que Mexique-Afrique du Sud à 21h. Et puis dans la nuit à 4h du matin, Corée du Sud contre Tchéquie, le même groupe que Mexique et Afrique du Sud. Idem le vendredi 12 juin, on a que 2 matchs avec le Canada qui fait son entrée en lice contre la Bosnie et les États-Unis à 3h du matin contre le Paraguay. Ensuite, à partir de samedi, donc du 13 juin, c'est un format où on aura 4 matchs par jour. Ça va être le cas pour les 2 premiers matchs de poule de chaque groupe et les horaires vont dépendre en fait du premier match. Si le premier match est à 21h comme c'est le cas ce samedi 13 juin, on aura un premier match Qatar-Suisse à 21h. Le deuxième sera à minuit, là ce sera Brésil-Maroc. Le troisième à 3h du mat et le dernier à 6h du mat. C'est assez compliqué. Bon, et rassurez-vous, ce sera pas toujours ce format-là avec le premier match à 21h. On a l'exemple du 15 juin où l'Espagne ouvre les hostilités à 18h heure française. Ça fait que le programme des 4 matchs est un petit peu décalé où le deuxième sera à 21h avec ce Belgique-Égypte et puis les 2 derniers seront à minuit et 3h du matin. Évidemment, si t'as un boulot, ça va être très compliqué de tout suivre. Après, faut dire qu'à minuit, 3h du mat, c'est généralement les matchs les moins intéressants entre guillemets. Même si tu vois, il y a quand même des cas où il y a ce Argentine-Algérie à 3h du matin, c'est assez chiant. Mais bon, va falloir s'y faire. C'est comme ça dans cette édition nord-américaine de la Coupe du Monde. Et puis ouais, pour terminer, petit mot sur les derniers matchs de chaque groupe, là où les équipes doivent jouer en même temps pour respecter l'équité compétitive. Là, on aura le cas où il y aura 6 matchs dans la journée. Par exemple, avec la journée du 26 juin et la France qui joue à 21h contre la Norvège. Il y aura donc en simultané le match Sénégal-Irak
de la même poule, du même groupe I. Et ensuite, ce qui est relou, c'est qu'il y a quand même un gros gap avec les matchs suivants où le groupe de l'Uruguay et de l'Espagne jouera à 2h du mat, et ensuite le dénouement du groupe de la Belgique, lui, se fera à 5h, donc je pense que ça va être impossible à suivre. Bon voilà, j'espère que les horaires sont assez clairs. Retenez juste qu'il y aura des matchs entre 18h et 6h du matin, et que si vous avez envie de tout suivre, il va falloir se décaler et vivre globalement la nuit. Maintenant, pour parler du tableau final et des matchs des 16e de finale jusqu'à la finale, du coup, cette fois-ci les horaires sont un petit peu plus cléments pour nous autres Européens, même si bon, en 16e de finale, pardon, vous avez des matchs à 3h du mat, 5h du mat. Il y a même ici un quart de finale qui sera à 3h du matin. Heureusement pour nous Français, il y a de grandes chances qu'on ne soit pas concerné par ces matchs-là, parce que si la France finit première, pardon, elle sera ici, donc jouera son 16e de finale à 23h, idem pour son 8e de finale, puis le quart de finale 22h, etc. Et si la France finit deuxième du groupe I, c'est-à-dire ici, ça fera un 16e à 19h, un 8e à 22h, un quart à 23h, donc ça va. Bref, voilà, je pense qu'on a tout couvert sur l'équipe de France. La conclusion, c'est que nos bleus joueront soit à 21h, soit à 23h, et s'ils finissent top 2 de leur groupe, ce sera également le cas pour les phases finales, donc on pourra à peu près regarder tous les matchs sans se coucher à pas d'heure. Et pour conclure justement sur la diffusion, sachez que les matchs ne seront pas sur TF1 cette année, ce sera uniquement M6, M6+ et beIN Sport. À savoir que M6 diffusera 54 des 104 rencontres en clair, donc un tout petit peu plus que la moitié, et si vous voulez suivre l'intégralité de la compétition, tous les matchs seront disponibles sur beIN. Voilà les amis, on a terminé avec le format et les horaires. On va parler maintenant des favoris, des surprises, de qui va remporter cette compétition. Si on prend les probabilités, les cotes, les gros favoris, le top 5 c'est Espagne, Angleterre, évidemment l'équipe de France, le Brésil, l'Argentine, et puis juste après on retrouve le Portugal, l'Allemagne et les Pays-Bas. Derrière il y a des équipes comme la Norvège, l'Uruguay, etc. mais je les considère pas comme des vrais prétendants à la victoire finale. Je pense que ça va se jouer dans les 8 équipes qu'on a mentionnées. D'ailleurs moi je suis pas forcément d'accord avec les cotes et les probabilités. Je vous ai fait ma tier list, ma vision de l'état de forme des équipes. Déjà dans le rang S, je vous ai mis pour moi les 3 giga favoris. Je suis quasi sûr qu'on aura au moins une de ces deux équipes, si ce n'est 2 en grande finale, c'est-à-dire l'Espagne, l'Angleterre et la France. Je pense que ce sont les 3 nations qui ont le plus de certitude collective, tout en ayant de grandes individualités, et qui aussi dans le momentum, l'état de forme, arrivent avec la vraie prétention que d'aller au bout. En rang numéro 1, j'ai mis des gros favoris, mais peut-être un cran juste en dessous, qui ont des petits doutes, des petites zones d'incertitude dans leur jeu ou dans le niveau des individualités. C'est le Portugal et l'Argentine. Le Portugal parce que collectivement ça l'a jamais vraiment fait depuis de nombreuses années, et l'Argentine, on est sur une génération vieillissante et qui surtout a déjà gagné, à avoir le niveau de motivation. Dans le rang B, j'ai mis les gros outsiders, c'est-à-dire des équipes que je vois pas aller au bout, mais vraiment sur un déclic collectif ou un joueur qui explose totalement, ça pourrait le faire. C'est l'Allemagne, le Brésil et les Pays-Bas. Ensuite, dans le rang C, j'ai mis des teams que j'attends aussi peut-être jusqu'en quart de finale, des équipes qui vont être très chiantes à jouer, mais à qui il manque des petites choses pour aller au bout. C'est déjà Maroc, Sénégal pour le continent africain. On a cette équipe japonaise qui est très en forme, même si elle a perdu sa star offensive Mitoma, qui ne jouera pas la Coupe du Monde à cause d'une blessure. Et ensuite, pour terminer ce rang C, j'ai mis la Belgique qui a de bonnes individualités, même si collectivement ça se cherche encore. Et puis dans le rang D, j'ai mis des équipes qui pourraient pourquoi pas sur un match, sur un 16e de finale, un 8e de finale, faire tomber l'un des favoris dans un match un petit peu foufou. Déjà j'ai mis le Mexique et les États-Unis parce que ce sont des équipes qui jouent à domicile. On sait que dans le folklore de la Coupe du Monde, jouer à domicile c'est un gros avantage, et donc pourquoi pas sur un match faire tomber un gros. Et puis j'ai mis 2 équipes qui sont sûrement assez chiantes à jouer, c'est la Norvège et la Croatie, même si j'y crois pas des masses. J'aurais évidemment pu parler d'autres équipes comme par exemple l'Équateur de Pacho, qui est une équipe super défensive et dans les qualifications d'Amérique du Sud ont été très très chiants à jouer et très performants. J'aurais pu parler du Canada qui sera aussi à domicile, mais voilà, vous avez en gros les 16 équipes qui pour moi risquent de faire le meilleur tournoi. Peut-être que ce seront les 16 équipes qu'on retrouvera en 8e de finale, qui sait. Dans tous les cas, on va passer au dernier chapitre de cette vidéo qui va venir un petit peu conclure cette preview. Ce sont les joueurs à suivre, les stars à suivre pour cette Coupe du Monde. Évidemment, déjà on a 4 immenses légendes du ballon rond qui vont sûrement disputer la dernière Coupe du Monde de leur carrière, avec des joueurs comme Neymar, Ronaldo ou Modric qui ne l'ont pas encore gagné. Vous avez aussi
aussi Messi qui pourrait rentrer définitivement dans l'histoire comme le meilleur joueur de tous les temps s'il remporte la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive. Ce serait assez beau. En tout cas, on va dire au revoir à toutes ces légendes. Maintenant, pour parler des stars offensives de la nouvelle génération, en gros les nouvelles stars du football moderne, les joueurs qu'on va particulièrement regarder, ce sont déjà Haaland, Yamal et Olise qui vont disputer leur première Coupe du Monde. On a ensuite Mbappé et Kane qui ont déjà disputé, je crois, 2 éditions chacun, avec Mbappé étant le meilleur buteur de l'édition 2022 et Kane le meilleur buteur de l'édition 2018. En tout cas, au moins 4 de ces 5 joueurs, ces 5 stars, sont encore des candidats sérieux au Ballon d'Or. Peut-être Haaland n'est plus dans la conversation. Et pour terminer justement sur cette new gen, et pour parler des joueurs qui sont un petit peu plus bas sur le terrain, des milieux, des défenseurs, ceux qui sont attendus pour cette Coupe du Monde, on a évidemment les Parisiens que sont Vitinha et Pacho. On a aussi Rice qui veut prolonger avec sa bonne saison à Arsenal et amener l'Angleterre sur le toit du monde. On a Bruno Fernandes qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue et accompagné au milieu de terrain de Vitinha, João Neves ont un gros coup à jouer pour donner la première Coupe du Monde à Cristiano Ronaldo. Et pour terminer, peut-être la petite star sur le continent américain, c'est Pulisic, Captain America, qui fait pas une mauvaise saison du côté de Milan, mais c'est vrai que là, à domicile, étant le joueur star, le joueur clé offensif de sa nation, il a intérêt à être bon, et je pense que si les États-Unis vont loin, c'est parce que Pulisic fera une grande compétition. Voilà, et pour terminer, vous savez qu'à la Coupe du Monde, il y a toujours des petits joueurs inconnus, des petits jeunes qui se révèlent au monde entier en faisant des performances magnifiques. Vous avez par exemple James Rodriguez en 2014 qui avait totalement explosé avec ses performances contre la Colombie. On peut penser à Amrabat et Ounahi avec le Maroc lors de la dernière édition. En tout cas, si je dois deviner quel serait le petit jeune qui pourrait exploser lors de cette compétition et vraiment changer de statut, j'en ai identifié 5. Les 3 premiers sont encore des petits bébés à l'échelle d'une carrière de footballeur. C'est Yann Diomandé qui a quand même déjà pas mal explosé du côté de la Bundesliga avec Leipzig, mais qui pourrait passer dans une autre dimension si avec la Côte d'Ivoire ils font un beau parcours. T'as évidemment Lennart, Lenny Karl, le prodige, l'enfant star du Bayern Munich qui a été pas mal gêné par les blessures, mais qui sera sûrement titulaire avec l'Allemagne, et ce serait peut-être le moyen pour lui de vraiment lancer pleinement sa carrière et de passer dans un statut de star mondial. J'ai aussi mis Maza, l'Algérien, qui pourrait être la star offensive de l'Algérie pendant ce mondial. Et ensuite pour les 2 derniers, c'est des cas différents. Déjà, Désiré Doué a déjà un gros statut parce qu'il a gagné 2 fois la Ligue des Champions, 2 fois en étant titulaire, mais s'il devient un gros leader, un joueur clé de l'équipe de France, pour moi il prendrait encore un petit peu plus du galon. Il serait même dans la discussion du Ballon d'Or et passerait du statut de très gros prospect à star, quasiment top 3 joueur monde à l'heure actuelle. Et pour terminer avec un joueur anglais, on a le milieu de terrain Elliot Anderson qui fait une très grosse saison du côté de Nottingham, mais là, alors qu'il est déjà convoité par de gros clubs de Première Ligue, il va être mis sous le feu des projecteurs parce qu'il risque d'être titulaire avec l'Angleterre, une nation donc qui peut aller très loin dans ce tournoi, et donc ça serait pour lui l'occasion d'exploser pleinement, et ça suivrait aussi dans la foulée sûrement un gros transfert dans un énorme club mondial. Bref, voilà, j'ai sûrement oublié des petites pépites. Dites-moi en commentaire qui est pour vous le jeune joueur à suivre pendant cette Coupe du Monde. Dans tous les cas, ça vient mettre un terme à cette vidéo preview de la Coupe du Monde. J'espère que ça vous a plu et que vous avez toutes les infos maintenant et que vous êtes prêts à suivre la plus belle des compétitions. Avant de partir, n'oublie pas le like et l'abonnement si t'as kiffé. Merci d'être arrivé jusqu'au bout, c'était Capia, gros bisous.